La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 46.4. Le climateré, 3. Les années d'apogée, partie 3. Immédiatement après le rapport de M. Dallas devant la commission du Sénat, et apparemment en réponse à celui-ci, les troupes israéliennes réalisèrent une attaque organisée à l'avance et planifiée des Égyptiens dans le territoire de Gaza, tuant 38 personnes, 27 février 1956, et fut condamné pour agression brutale par l'U.N.MAC. En quelques semaines, les chroniqueurs commencèrent alors à faire des allusions à la nouvelle façon de fournir des armes à Israël. Si les États-Unis vendaient des armes à Israël, cela rouvrirait le pipeline d'armes communistes vers les États arabes. Apparemment, on pense que la même chose n'arriverait pas si la Grande-Bretagne, la France et le Canada satisfaisaient aux demandes d'armes de la part d'Israël. On estime ici que si les Alliés vendent des armes à Israël, les États-Unis pourront maintenir leur propre situation d'impartialité. C'était faire les deux, en pratique. Le rabbin Iyul Silver, le leader sioniste qui avait prononcé la prière pour la grâce et la guidance à l'investiture du président, déclara alors en Israël que l'administration Eisenhower n'a pas encore dit son dernier mot sur les armes pour Israël. New York Times, 4 avril 1956. De retour à Washington, il eut une discussion très franche et amicale avec le président. Puis on révéla que les États-Unis encouragent discrètement les gouvernements français et canadiens à vendre des armes à Israël. New York Times, avril 1956. Plus, ces dernières se révélèrent être en vérité des armes fournies par les Américains, car le gouvernement français annonça officiellement, 12 mai 1956, que le gouvernement américain avait accepté de retarder les livraisons afin de permettre à la France d'effectuer rapidement une dernière livraison de 12 avions Mystère 4 en Israël. Il faisait partie des avions français qui seraient utilisés lors de l'attaque de l'Égypte 5 mois plus tard. Le fait que l'armée de l'air française y prendrait part ne fut pas révélé en mai 90. 6 mois plus tard, la veille de l'élection présidentielle et immédiatement avant l'attaque israélienne de l'Égypte, le New York Daily News fit appel à l'électeur juif, en récapitulant les services républicains suivants. L'administration Eisenhower n'a pas eu la possibilité de fournir Israël en matériel lourd, à cause de diverses situations internationales délicates. Néanmoins, l'administration, en avril et mai dernier, a bien aidé Israël à obtenir 24 avions Mystère français, et le mois dernier le Canada a annoncé la vente de 24 jets Sabre à Israël. Les représentants israéliens ont déclaré que M. Dallas a activement utilisé l'influence du gouvernement des États-Unis pour promouvoir les ventes d'avions français et canadiens. Pour être clair, le gouvernement américain finançait l'achat d'armes pour ses alliés dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à cette époque, en passant des commandes aux fabricants étrangers. Ces livraisons financées par les Américains étaient détournées vers Israël sur l'incitation américaine. Donc le traité de l'Atlantique Nord, censé au départ être une alliance de l'Occident contre l'agression soviétique et le communisme, fut lui aussi détourné à des fins sionistes. Signé en 1949, le but prétendu originel était que les membres, l'Amérique et le Canada, l'Angleterre, la France et 10 autres pays européens, puis la Turquie, considéreraient toute attaque de l'un d'entre eux comme une attaque de tous et porteraient assistance à celui qui est attaqué. Donc le gouvernement américain, tout en s'en prenant à l'Union soviétique pour avoir fourni des armes à l'Égypte et déclarant que lui-même ne promouvrait pas la course à l'armement au Moyen-Orient en fournissant des armes à Israël, procurait en réalité des armes à Israël afin de maintenir la supériorité de cette dernière sur la totalité des 7 pays arabes. Ici, M. Dallas opérait avec une pincée de machiavélisme qui eut l'effet de l'huile sur le feu. L'acte d'acquisition de matériel militaire ne fut même pas tenu secret, comme les citations ci-dessus le montrent. On lui fit de la publicité et on l'utilisa comme un discours vantard destiné à obtenir des voix dans cette campagne électorale, dont M. Dallas avait demandé que la question israélo-arabe soit tenue à l'écart. Un curieux effet secondaire de ces machinations en Occident était que les déclarations faites, sur cette question particulière,
par les dirigeants totalement sans scrupules de Moscou prenait une apparence d'honnête respectabilité. Par exemple, le gouvernement soviétique, lorsque la tempête de protestations occidentales à propos des « armes pour l'Égypte » commença, envoya une note aux gouvernements américains, britanniques, égyptiens et tchécoslovaques, déclarant « Le gouvernement soviétique considère que chaque État possède le droit légitime de s'occuper de sa défense et d'acheter des armes pour ses besoins défensifs à d'autres États dans les conditions commerciales normales, et qu'aucun État étranger n'est en droit d'intervenir ». C'était une déclaration irréprochable d'une position légale, et même morale, et elle fut reprise par Israël, car pendant que le tapage occidental enflait, le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Moshe Sharet déclara alors à New York, 10 novembre 1955, « Si nous sommes acculés et que notre existence est en péril, nous chercherons et accepterons des armes de n'importe quelle provenance mondiale, en réponse à une question de savoir si les soviétiques avaient offert des armes à Israël. » Ainsi, toute l'essence du tollé en Occident était en fait que les armes soviétiques ne devaient pas aller aux États arabes, et pour cela, aucune espèce d'argument moral ou légal n'existe. Dans ce contexte, Israël sans défense, M. Ben Gourion, organisa son défilé anniversaire le 16 avril 1956 avec force exhibition d'avions et de chars américains, britanniques et français. New York Times, 17 avril, les armes soviétiques furent probablement retirées du défilé à cette occasion, en accord avec la propagande du moment en Occident. Le 24 avril, à Jérusalem, M. Ben Gourion proclama une fois encore le projet nationaliste et expansionniste, le rassemblement continu d'exilés est le but suprême d'Israël et la condition sine qua non de la réalisation de la mission messianique qui a fait de nous un peuple éternel. Le subterfuge par lequel les États-Unis procuraient des armes à Israël tout en refusant officiellement de les fournir, personne ne se réjouit particulièrement de notre décision de ne pas vendre d'armes à Israël mais d'encourager d'autres alliés à le faire, et d'abandonner du matériel réservé à cette fin. New York Times, 19 mai 1956, n'amenait aucun répit au président américain. Une soumission déclarée est la condition requise invariable, et la colère sioniste commença à être dirigée contre lui. La veille de son second gros problème de santé, au début de l'été, il dut subir une opération pour une hépatite. Les railleries commencèrent à fuser contre lui, comme quoi il n'était qu'un président à temps partiel. Une éminente sioniste, Madame Agnes Meyer, lança la chose en disant devant un public juif à New York que pendant que, le bastion de la démocratie, Israël, était en péril, le président n'est pas à son poste à Washington, il joue au golf à Augusta, et le poussant à se demander si cette nation peut se permettre un président à temps partiel. Sa seconde maladie, qui suivit presque immédiatement, interrompit cette attaque particulière pendant un temps, mais le président Eisenhower, comme d'autres avant lui, n'eut pas le loisir d'oublier que les ressources entières de la propagande sioniste pourraient à tout moment se retourner contre lui s'il sortait de la ligne de ses prédécesseurs. Tandis qu'il se débattait dans ses raies, outre-Atlantique, un autre Premier ministre semblait sur le point d'être broyé sous la roue sioniste. Sir Anthony Eden, à un tout autre siècle, serait devenu un homme d'état-major. À ce siècle-ci, engagement, dont il hérita fut dès le début de son ministère un boulet à traîner derrière lui. Aucun homme politique au monde ne l'égalait, quand il prit la fonction de Premier ministre en 1955, en qualification et en expérience. Il était de la génération de la Première Guerre, si bien que le souvenir des champs de Flandre, champs d'honneur, NDT formèrent l'arrière-plan de toute sa vie d'adulte, qui par la suite fut entièrement consacrée à la politique. Il venait d'une vieille famille avec une tradition héritée pour le service, et était brillant et de belle prestance. Il s'éleva au poste de ministre à un jeune âge et, avec de courts intervalles, occupa poste élevé sur poste élevé pendant plus de 20 ans, durant lesquels il en vint à connaître personnellement chaque dictateur et député d'Europe et d'Amérique du Nord. Il acquit ainsi une expérience unique pour les années éprouvantes qui se profilaient. Seul Sir Winston Churchill, dans le monde entier, avait un rang comparable de connaissance, de négociation et en général de formation à ce qui autrefois était considéré comme l'art de la diplomatie.
il était encore jeune pour la fonction de Premier ministre, quand Sir Winston céda à la loi de l'âge et tendit le flambeau à l'homme qu'il avait décrit comme incarnant l'espoir de vie de la nation britannique. 1938, M. Eden, tel qu'il était en 1938, s'attira l'espoir des hommes de sa génération par sa démission du gouvernement britannique en protestation contre la politique d'apaisement d'Hitler, qui, jugea-t-il à raison, était le chemin le plus sûr vers la guerre. Le fait qu'on donna son nom à l'événement d'octobre 1956 rendit celui-ci plus difficile à supporter pour ses contemporains. J'ai connu M. Eden, comme un correspondant étranger pourrait connaître un homme politique, dans les années qui menèrent à la Seconde Guerre, et en vertu de nos sentiments similaires en cet âge sombre, j'ai pu lui écrire par la suite à des moments où il semblait perdre le contact avec l'esprit de sa génération et recevoir une réponse plaisante, témoignant d'une relation ancienne et de la lecture attentive de mes livres. Je le vis, en 1935, sortir la mine troublée d'une première rencontre avec Hitler, qui avec des accents menaçants lui avait dit que l'armée de l'air allemande, alors officiellement non existante, était plus importante que l'armée de l'air anglaise. Je l'accompagnai à Moscou et pus confirmer auprès de lui quelque chose que j'avais entendu concernant sa première rencontre avec Staline, que le bandit géorgien avait montré du doigt le petit point sur la map monde qui représentait l'Angleterre, et dit combien il était étrange qu'un si petit pays détienne la clé de la paix mondiale, une affirmation correcte à l'époque. Avec ses souvenirs personnels, je fus probablement plus atterré que la plupart des hommes quand j'appris l'action dans laquelle on le fourvoya à tort en octobre 1956. Dès le début, en mai 1955, l'observateur expérimenté put voir qu'il n'était en vérité pas tant le Premier ministre que le ministre de la question juive, représenté à sa génération par l'État sioniste et son ambition. Cela signifiait que toute la durée de sa fonction tomberait sous l'emprise de cette ombre et que son destin politique serait déterminé par ses actions eu égard au sionisme, et non par sa réussite ou son échec en matière d'intérêt national. Cela fut illustré à la veille de son ministère, alors qu'il était encore ministre des Affaires étrangères pour quelques semaines de plus. Le gouvernement britannique avait conclu un arrangement avec l'Iran et la Turquie pour assurer la défense des intérêts britanniques au Moyen-Orient, dont les ressources en pétrole étaient vitales à l'Angleterre et aux Dominions des Antipodes. Le débat à la Chambre des communes ignora cet aspect et pesta contre les conséquences de cet accord sur Israël, si bien que 2 membres isolés, sur 625, protestèrent. Ce débat n'est pas sur la Palestine, et le ministre des Affaires étrangères doit rechercher les intérêts mondiaux et les intérêts de la Grande-Bretagne, même s'il cause de la contrariété et de l'embarras à d'autres États. M. Thomas Reid a en jugé par presque tous les discours des honorables membres des 2 partis, on serait pardonné d'avoir imaginé que le débat concernait avant tout les conséquences d'un pacte sur Israël, au lieu de l'amélioration de notre système défensif mondial contre la menace de l'impérialisme russe. M. F. W. Bennett. Ce à quoi un membre socialiste juif répondit, pourquoi pas ? Dans les faits, il était à cette époque devenu quasiment impossible de débattre d'une quelconque question majeure excepté en termes de ses conséquences pour Israël, et cela préfigurait nettement le cours que prendrait le ministère de Sir Anthony. Durant les derniers mois de 1955, alors Premier ministre, il continua à se démener sur la question du Moyen-Orient, suggérant lors d'une occasion qu'une force internationale soit placée entre Israël et les États arabes. Les États-Unis rechignaient, et lors d'une autre, qu'Israël pourrait accepter des rectifications de frontières mineures, comme elle s'était emparée en 1948 de plus de terres que ne lui en avaient attribué les Nations Unies. Cela provoqua des accusations sionistes furibondes dans les journaux new-yorkais, comme quoi la Grande-Bretagne avait rejoint le rang des ennemis d'Israël. Puis, l'année de l'élection présidentielle et la crise de Sir Anthony commencèrent. La machine sioniste démarra en 4e vitesse, jouant Washington contre Londres et Londres contre Washington avec le savoir-faire de 40 années d'expérience. En mars, une chose significative se produisit, ignorée du monde, elle rendit certaine une attaque prochaine de l'Égypte pour l'observateur attentif des événements.
La veille de la Pâque juive, la mystérieuse Voice of America diffusa une commémoration, chargée d'allusions explosives d'actualité, de l'évasion des Juifs hors de la captivité égyptienne. Considérée dans sa relation évidente au bombardement de propagande de l'Égypte alors en cours à Washington et Londres, cela présageait clairement des événements violents avant la Pâque prochaine. Le peuple américain en général ne sait rien de ce que The Voice of America dit ou à qui elle parle. Même en faisant des recherches, je n'ai pu découvrir quel ministère officiel est censé superviser cette voix, qui est utilisée pour exprimer les intentions du gouvernement américain à des populations auditrices lointaines. J'ai pu apprendre que ces fonds, budgétaires et autres, sont immenses et qu'elles se composent en majorité de Juifs de l'Est. Elle semble fonctionner dans l'irresponsabilité et le secret. 91. Pendant le soulèvement hongrois contre les soviétiques en octobre-novembre 1956, plusieurs correspondants américains, revenant des champs de bataille, et des fugitifs hongrois attribuèrent dans une large mesure la responsabilité de cette tragédie à cette voix. Les Américains avaient trouvé un peuple hongrois sûr de l'intervention américaine. Les Hongrois se plaignaient que, bien que le mot « révolte » n'ait pas été utilisé, dans les faits la voix incita et instigua la révolte et maintint la perspective d'un secours américain. En même temps, le président Eisenhower disait au peuple américain « Nous n'avons jamais conseillé au peuple captif de s'élever contre la force armée ». Des critiques similaires furent faites envers Radio Free Europe, une organisation privée américaine qui opérait depuis l'Allemagne sous la licence du gouvernement ouest-allemand. Un des premiers réfugiés hongrois à atteindre l'Amérique se plaignit que The Voice of America et Radio Free Europe, pendant des années, nous ont harcelés, pour qu'on se révolte, mais quand le soulèvement national est survenu, aucune aide américaine n'a été apportée. New York Times, 23 novembre 1956. Le gouvernement ouest-allemand ordonna une enquête sur les programmes de Radio Free Europe durant le soulèvement hongrois. Elle opérait depuis Munich, après que des accusations répandues partout eurent apparu dans la presse ouest-allemande, selon lesquelles elle avait, dans les faits, joué un rôle de provocateur. Par exemple, un texte préparé le 5 novembre 1956 alors que le soulèvement était en cours, dit au peuple hongrois Tchou, une aide militaire occidentale ne pourrait être espérée avant 2h du matin demain, une suggestion évidente qu'elle arriverait bien à un moment. NYT, 8 décembre 1956. L'insinuation la plus grave d'un but provocateur apparut dans les déclarations faites par Madame Anna Ktli, directrice du Parti social-démocrate hongrois, qui s'enfuit durant la courte libération du pays. Elle dit que pendant qu'elle était en prison en 1952, Radio Free Europe, dans un programme au pays captif, dit que je menais le mouvement de libération souterrain depuis ma cellule en prison et cita les noms de plusieurs leaders du mouvement présumé. On me fit sortir de prison où j'avais été en isolement complet depuis 1950 et je fus confronté à des centaines d'anciens militants du Parti social-démocrate et des syndicats. Tous avaient été torturés par la police politique pour avouer leur participation au complot anticommuniste non existant. Il n'y avait absolument rien de vrai dans les reportages de Radio Free Europe. J'avais vécu en complet isolement depuis mon arrestation et je n'avais vu personne. Radio Free Europe a commis une faute grave en faisant croire au peuple hongrois que l'aide militaire occidentale arrivait, quand aucune aide n'était prévue. NYT, 30 novembre 1956. Ainsi l'Amérique parlait elle avec deux voix, celle du président s'adressant officiellement au monde, et celle de la voix, parlant en des termes plus dangereux, par-dessus les oreilles, du peuple américain, aux populations du monde. À cette période, le New York Times décrivait la ligne officielle. Les hauts représentants ont bien fait comprendre en privé que l'administration souhaite éviter d'être identifiée uniquement avec Israël et donc abandonner les pays arabes à l'influence de l'Union soviétique. On ne pouvait s'attendre à ce que les populations arabes, s'ils entendirent jamais parler de ces annonces privées, les croient, au vu de ce qu'ils entendaient par The Voice of America, sur la libération des Juifs de la captivité égyptienne. Dès ce moment, tout le poids de la propagande occidentale se retourna contre l'Égypte.
Les événements qui suivirent peuvent être considérés à la lumière des notes personnelles d'Henry Stimson, ministre de la guerre, durant la période précédant Pearl Harbor, selon lesquelles le but de l'administration du président Roosevelt était de manœuvrer le Japon afin qu'il tire le premier. Les événements postérieurs eurent tout l'apparence d'avoir été conçus pour manœuvrer l'Égypte afin qu'elle tire la première. L'Égypte ne fit pas cela. Alors le monde décida que tirer le premier n'était plus nécessaire pour se qualifier en tant qu'agresseur, le pays en question pouvait être surnommé l'agresseur alors qu'il était en train d'être envahi, et même avant, les ressources de la propagande de masse en étaient arrivées à ce point-là au cours du XXe siècle. Toutes les condamnations d'Israël pour cause d'agression n'avaient rien signifié. La période de crise commença le 7 mars 1956, juste avant l'émission de The Voice of America sur la captivité égyptienne, alors que Sir Anthony Eden faisait à nouveau face à l'éternelle question à la Chambre des communes. À cette période, ses adversaires socialistes, malgré les nombreuses condamnations d'Israël, étaient acharnés dans leur réclamation d'armes pour Israël et un nouveau traité de garantie pour Israël. Comme les politiciens new-yorkais, ils voyaient l'espoir d'arriver au pouvoir dans une nouvelle soumission à Sion. Le Premier ministre dut subir une tempête de vitupérations et d'insultes dépassant tout ce qu'on avait pu entendre à la Chambre des communes depuis les derniers jours du ministère de Neville Chamberlain, le New York Times. Ce fut une scène qui, pendant un temps, sembla choquer même ceux qui l'avaient causée. Le président de la Chambre lui-même dut intervenir pour implorer la Chambre d'écouter le Premier ministre. Le Daily Telegraph. Sir Anthony protesta en vain qu'il avait été entendu avec politesse, pendant plus de 30 ans, par la Chambre. À ce moment, il se pouvait qu'il espérait un soutien américain, car le même jour le président Eisenhower dit qu'il était inutile d'essayer de maintenir la paix au Moyen-Orient en armant Israël, avec ses 1 700 000 habitants, contre 40 millions d'Arabes. L'acquisition américaine d'armes pour Israël était alors en cours. En Angleterre, Sir Anthony trouva tout le monde contre lui. Le Daily Telegraph, prétendument dans le camp de son propre parti, pouvait dans ses rapports d'information paraître choqué de la manière dont la Chambre le traitait, mais dans ses éditoriaux elle disait que les arguments pour donner des armes à Israël étaient irréfutables, un mot qui épargne toujours le besoin d'apporter des arguments corroborants. Ses opposants, les socialistes, s'affranchirent de toute retenue dans leur empressement à le renverser au moyen d'Israël. Le journal de gauche principal, le New Statesman, dans 2 éditions successives, dit que l'Angleterre n'avait aucun droit ou moyen de mener une guerre quelles que soient les circonstances et devait déposer toutes les armes. Une défense efficace est maintenant au-dessus de nos moyens et le désarmement est la seule alternative à l'annihilation, dit mars, et que l'Angleterre devait armer Israël et s'engager à partir en guerre pour Israël. La guerre sera moins probable si Israël est fourni en armes modernes et le Parti travailliste a raison de pousser à ce qu'Israël les obtienne maintenant. Le problème n'est pas tant le côté peu souhaitable de garantir une frontière qui n'a pas encore été formellement établie, mais la question militaire de rassembler et de fournir la force nécessaire. Disposion d'une puissance navale suffisante en Méditerranée orientale. Est-ce que M. Gaskell, le leader socialiste, est seulement sûr que le public britannique l'appuierait pour partir en guerre, probablement sans l'appui des Nations Unies, en défense d'Israël? 17 mars. Les conséquences innombrables de l'engagement originel, en apparence mineur, en version peuvent être observées dans de telles citations. À cette occasion, Sir Anthony Eden parut tenter, de concert avec le gouvernement des États-Unis, d'endiguer une course folle, mais il donna un avertissement à l'Égypte, qui n'était pas alors justifié et était de mauvais augure, comme les événements le montrèrent. À cette période, les gouvernements britanniques et américains courtisaient, officiellement, l'amitié égyptienne dans l'espoir d'aider à pacifier le Moyen-Orient. Dans ce but commun, l'Angleterre, sous la pression américaine, se préparait à retirer ses troupes du canal de Suez, 92. Le fait que cette pression fut utilisée est authentique. Elle fut rapportée partout dans la presse américaine sous l'angle d'un succès américain,
Par exemple, le secrétaire d'État Dulles était sûr qu'il pouvait gagner l'amitié des Arabes, comme lorsqu'il a fait pression sur les Britanniques pour qu'ils quittent l'Égypte, tout en conservant l'amitié des Israéliens. New York Times, 21 octobre 1956. Pourquoi Sir Anthony Eden céda sans garantie à la pression pour lâcher ce qui, immédiatement après, fut proclamé comme la nécessité vitale du Commonwealth britannique fait partie de ces questions auxquelles les hommes politiques ne répondent jamais. La pression de Washington sur les sujets liés au Moyen-Orient a toujours été, dans les 4 dernières décennies, une pression sioniste, en définitive, et à environ la même époque, un journaliste égyptien, M. Ibrahim Isa, fut cordialement reçu par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre travailliste israélien, qui lui dirent chou, Israël et l'Égypte avaient le but identique de s'opposer à l'influence britannique au Moyen-Orient. Rosel Youssef, mai 1956, New York Times, 20 mai 1956. La conséquence de cette soumission à la pression devint très vite évidente, il y aurait la guerre, impliquant l'Angleterre dans une grande humiliation, un fiasco. Le retrait britannique était censé être la moitié d'un plus large arrangement anglo-américain pour gagner l'amitié des Arabes, et l'autre moitié américaine n'avait pas encore été acquittée. Elle consistait à se joindre au gouvernement britannique et à la Banque mondiale pour fournir 900 millions de dollars pour la construction d'un barrage sur le Nil à Aswan. L'offre avait été faite à l'Égypte en décembre 1955. La chronologie des événements devient à nouveau importante. Les troupes britanniques se retirèrent du canal de Suez en juin 1956, comme promis. Le 6 juillet 1956, le porte-parole du département d'État dit à la presse que l'offre du barrage d'Aswan tenait toujours. Quelques jours plus tard, l'ambassadeur égyptien à Washington annonça que l'Égypte avait décidé de manière définitive qu'elle souhaitait l'aide occidentale pour le barrage. Le 19 juillet, l'ambassadeur égyptien rendit visite à M. Dulles pour accepter l'offre. On lui dit que le gouvernement des États-Unis avait changé d'avis. À Londres la veille, le porte-parole du Bureau des Affaires étrangères avait annoncé que la partie britannique de l'offre tenait toujours. Le 19 juillet, le porte-parole informa la presse, et non l'ambassadeur égyptien, que l'offre britannique, elle aussi, était retirée. Le porte-parole refusa de donner les raisons mais reconnut qu'il y avait une concertation continue entre Whitehall et Washington. Donc, la pression, pour rendre furieux les Égyptiens par cet affront méprisant venait du même endroit que la pression, pour les apaiser en se retirant du canal de Suez. Le gouvernement britannique se retrouva seul dans son coin, pour reprendre l'expression américaine, si la première soumission avait été faite dans la confiance en l'annonce du président Eisenhower en février, selon laquelle il voulait stopper la détérioration des relations entre les nations arabes et les États-Unis, et restaurer l'assurance et la confiance des Arabes en l'Amérique, le volte-face dans l'offre du barrage d'Aswan aurait dû alerter le gouvernement britannique, et il aurait alors pu sauver beaucoup de choses s'il avait résisté à la pression, dans le second cas. Je ne peux me rappeler provocation plus calculée ou offensive envers un gouvernement dont l'Occident recherchait prétendument l'amitié. Un tel comportement par les gouvernements de Washington et de Londres n'est seulement devenu envisageable que depuis qu'ils sont devenus les esclaves du sionisme. Le retrait de l'offre par les Américains et la façon dont cela fut accompli, son imitation par Londres se passe de commentaires, furent clairement le véritable début de la crise de guerre de 1956, mais la source originelle, la pression, n'était pas américaine. Certains hommes au Congrès craignaient la désapprobation sioniste, fit discrètement remarquer le New York Times à propos du retrait de l'offre à l'Égypte, et c'était l'année des élections. En l'espace d'une semaine, le président égyptien Nasser nationalisa le canal de Suez, et immédiatement l'air se chargea de rumeurs de guerre, comme en 1952 à Troyes durant l'épisode des « Docteurs juifs ». Dès ce moment, le président Nasser reçut le traitement du « méchant », c'est le signe sûr de l'imminence de la guerre.
J'ai vu beaucoup de méchants fabriqués au cours de ma vie, et j'ai observé que cette propagande peut s'ouvrir et se fermer comme par un robinet, et infuser avec un effet toxique dans l'esprit du public, une fiole pleine du jus maudit de la jusquiam, et m'en versa dans le creux de l'oreille la liqueur lépreuse. Hamlet v. William Shakespeare, NDT. Ma petite enfance fut assombrie par la méchanceté du Mollah Fou, un leader musulman maintenant universellement oublié, et celle d'un respectable ancien BER du nom de Paul Kruger. De tous les personnages de ce cabinet des horreurs, construits autour de moi alors que je grandissais, je vois maintenant que presque tous ne furent pas meilleurs ou pires que ceux qui les traitaient de méchants. Même avant que les rumeurs de guerre n'atteignent l'étape du méchant, et longtemps avant la provocation sans précédent du 19 juillet, qui ne provoqua toujours pas d'action belliqueuse de la part de l'Égypte, le président Nasser avait été déclaré l'agresseur dans une guerre qui n'avait pas encore commencé. En mars, M. Ben Gourion déclara à Tel Aviv qu'une livraison rapide d'armes uniquement à Israël pourrait prévenir une attaque par les États arabes dans les prochains mois, et ajouta que l'agresseur serait le dictateur égyptien Nasser. Le 13 avril, Sir Winston Churchill sortit d'une retraite d'un AN pour dire devant un auditoire à la Primrose League que la prudence et l'honneur exigeaient l'assistance britannique d'Israël si elle était attaquée par l'Égypte. Sir Winston exprima son approbation implicite mais claire de l'attaque israélienne envers l'Égypte que les activistes en Israël réclamaient alors, si Israël est dissuadé d'utiliser la force vitale de sa race pour tenir en respect les Égyptiens jusqu'à ce que les Égyptiens aient appris à se servir des armes russes avec lesquelles ils ont été approvisionnés et que les Égyptiens attaquent, cela deviendra non seulement une affaire de prudence mais une preuve d'honneur que de s'assurer qu'ils Israël ne soit pas les perdants en attendant. Cela fut suivi en mai d'une attaque israélienne envers les troupes égyptiennes dans le territoire de Gaza, au cours de laquelle environ 150 hommes, femmes et enfants furent tués ou blessés. Néanmoins, le tollé à propos du « méchant » et de « l'agression égyptienne » enfla de plus belle en Occident. L'état de servitude dans lequel l'Angleterre était tombée à cette période fut révélé par deux événements symboliques. En juin 1956, la communauté anglo-juive organisa un banquet au Guildhall pour commémorer le 300e anniversaire de la réinstallation des Juifs dans les îles britanniques. On exigea de l'époux de la jeune reine, le duc d'Édimbourg, qu'il apparaisse coiffé d'une calotte juive. En septembre, Association Cromwell, organisa une cérémonie en l'honneur de la statue du régicide et boucher de Drogheda pour célébrer cette même fiction, selon laquelle il avait rétabli les Juifs en Angleterre 300 ans plus tôt. Dans son discours, le président de ce groupe, un certain monsieur Isaac Foote, recommanda que le jeune prince Charles, quand il accéderait au trône, prenne le nom des Oliver II, parce que nous ne voulons pas de Charles III, 93. La même ombre fut projetée avec une intention délibérée sur le couronnement de la reine Élisabeth en 1953. Au cours du déroulement du défilé, la reine nouvellement couronnée passa en revue à Spithead un grand rassemblement de navires de guerre de tous les pays qui avaient été en mesure d'en envoyer un. Parmi les nombreuses embarcations, entre lesquelles le navire de la reine passait, s'en trouvait une isolée, dont l'équipage ne l'acclama pas, une erreur, affirma Théon ultérieurement en guise d'explication. Ce vaisseau soviétique était le Sverdlov, du nom de Yakov Sverdlov, l'assassin de la famille Romanov, en l'honneur duquel la ville où ils furent massacrés, Ekaterinbourg, fut renommée Sverdlovsk.